Bonjour et bienvenue à Parlons Justice. Aujourd'hui à l'émission, nous abordons la thématique de la vie de couple ainsi que les droits et les obligations des conjoints de fait et des conjoints mariés. Pour ce faire, nous recevons Maître Mélissa Médérose, notaire de formation et juriste au Centre de justice de proximité de l'Outaouais, Maître Joanne Cousineau, bâtonnière du barreau de l'Outaouais, ainsi que Maître Vicky White, notaire et représentante de la clinique de droit notarial de l'Outaouais. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Parlons Justice, l'émission d'information juridique présentée par le Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Mon nom est Maude Bégin-Robitaille, avocate et responsable des communications pour les centres de justice de proximité du Québec, vos organismes d'information, d'orientation et de soutien pour mieux connaître vos droits et vous y retrouver dans le système de justice. Aujourd'hui à l'émission, on a un sujet, une thématique qui, je crois, va intéresser pas mal tout le monde, la vie de couple, les conjoints de fait, les conjoints mariés. Au Québec, on peut dire qu'on est véritablement une société distincte en matière d'amour. Presque 36% des personnes vivant au Québec vivent en union de fait. Ça correspond à peu près au double de ce que l'on retrouve dans les autres provinces canadiennes. Donc, l'union de fait est très populaire chez nous et on peut se poser la question à savoir si les gens ont choisi l'union de fait à la place du mariage en toute connaissance de cause. Est-ce qu'ils comprennent les conséquences de leur choix? Pour en discuter aujourd'hui, on reçoit trois invités. Tout d'abord, comme d'habitude, notre juriste du Centre de justice de proximité de l'Outaouais, Maître Mélissa Médérose. Bonjour. Mélissa est notaire, donc re-bienvenue parmi nous. Merci, ça va me faire plaisir de parler de ce beau sujet. Je pense que, comme vous dites, va intéresser beaucoup de monde aujourd'hui. Oui, on reçoit aussi deux invités. D'abord, Maître Joanne Cousineau, qui est bâtonnière du barreau de l'Outaouais. Vous avez travaillé beaucoup en droit familial aussi, Maître Cousineau. Il y a près de 25 ans que j'exerce principalement en matière familiale. Donc, vous allez être en mesure de nous parler du patrimoine familial, des régimes matrimoniaux. On va regarder tout ça avec vous tout à l'heure. Oui. On reçoit aussi Maître Vicky White, qui est notaire, représentant de la clinique de droit notarial de l'Outaouais. Bonjour, Maître Bonjour. White. De votre côté, vous allez pouvoir nous parler des protections qui existent pour les conjoints de fait, le contrat de vie commune, mais aussi évidemment les contrats notariés, les contrats de mariage. Je pense qu'on va en apprendre beaucoup aux gens aujourd'hui. Plein de mythes aussi là, qui entourent les conjoints de fait et les conjoints mariés. En commençant, peut-être, on va y aller avec Mélissa. C'est quoi la différence à la base entre l'union de fait et le mariage, donc les conjoints de fait et les conjoints mariés? En fait, si on commence avec les gens qui sont en union de fait, c'est très simple. Imaginez-vous la situation de deux colocataires qui décident de cohabiter ensemble. Donc, ça demande l'établissement d'aucune formalité. Également, si on compare avec le mariage, pour sa part, lui, va demander, quant à sa célébration, qu'on respecte certaines formalités selon ce qui est exigé par la loi. Et il faut savoir aussi que le mariage va créer donc des droits et des obligations entre les époux. Donc, ça va prendre comme un peu la force d'un contrat là, entre les époux à ce moment-là. Puis c'est quoi les critères pour se marier au Québec? Dans différents pays, je sais qu'il y a différents âges. Ici au Québec, c'est quoi? Bien, en fait, on a la loi sur le mariage donc, qui va édicter certaines conditions de fond là, qu'on doit respecter pour se marier. Je pense, par exemple, aux critères de l'âge minimal de 16 ans ou encore d'être célibataire ou si on est légalement divorcé, s'assurer là, que c'est ça, que le divorce avait été fait en bonne et due forme, si on veut se marier une deuxième fois. Là. OK, oui, c'est important de le faire en effet, sinon on va avoir une mauvaise surprise rendue à l'Église ou peut-être même pas à l'Église. Il y a beaucoup de gens, de plus en plus, qui vont demander à un proche, à un parent ou à un ami de célébrer leur mariage. Moi, j'ai fait ça pour des amis, j'ai trouvé que c'était une super belle expérience. Donc, on n'est pas obligé d'aller au tribunal avec un greffier, on n'est pas obligé d'avoir le maire de la ville non plus qui nous marie. On peut avoir un célébrant, mais il y a beaucoup de formulaires, il y a beaucoup de papiers à remplir. Peux-tu nous en parler un peu plus, Mélissa? Oui, en fait, donc c'est ça. Il est possible pour monsieur, madame, tout le monde d'aller chercher une accréditation auprès du ministère de la Justice là, pour devenir célébrant le temps d'un mariage. En fait, ils vont recevoir, dans le fond, une trousse avec toutes les indications là, de qu'est-ce qui doit être respecté.
Donc, comme célébrants, par exemple, bon, ils vont devoir procéder à la publication du mariage. Donc, avant le mariage, ils vont devoir, lors du mariage, procéder à la lecture de certains articles du Code civil. Ça, c'est la partie plate du mariage. Oui, c'est ça la différence. Du code, là, ça enlève vraiment le mood un peu romantique de la chose, mais il faut le faire. C'est ça, on n'a pas le choix parce que si on ne respecte pas ces conditions-là, notre mariage ne sera pas valide. Donc, c'est vraiment important comme célébrant de respecter la lecture de ces beaux articles-là qui vont parler, par exemple, du devoir des époux là, de se porter secours, assistance là, pendant leur union. Donc, c'est ça. Donc, c'est des choses qui doivent être respectées par le célébrant et il y a une trousse, là, dans la trousse, il y a un guide du célébrant qui leur est offert là, pour les aider et les accompagner. Là. Parce qu'ils ne sont pas nécessairement avocats ou notaires comme nous. Donc, il faut, pour comprendre les démarches, c'est bien d'avoir une petite trousse là, qui est faite pour les gens en langage clair, en langage vulgarisé. Une autre tendance qui est très populaire de plus en plus, c'est les voyages dans le sud pour se marier ou en Europe. On part en petit comité, on va se marier à l'étranger. Mais ces mariages-là, comment ils célèbrent à l'étranger et comment ils peuvent être reconnus au Québec? Comment ça fonctionne pour qu'ils soient valides ici? Est-ce qu'on respecte les règles de là-bas, les règles d'ici? J'aimerais ça t'entendre là-dessus, Mélissa. Bien, en fait, si j'ai 2 Québécois, qui sont domiciliés ici, qui veulent aller, par exemple, se marier à Punta Cana, bon, on va tout d'abord s'assurer, bien, le célébrant va s'assurer que les mariés, bon, les futurs époux respectent les conditions de fond. Je vous disais tantôt, le 16 ans et plus, bon, etc., etc. Et ensuite, pour ce qui est de la célébration, toutes les formalités de la célébration, on va devoir s'assurer comment ça fonctionne dans ce pays-là parce qu'on n'appliquera pas les règles québécoises. Donc, ça peut être une bonne idée, par exemple, de consulter l'ambassade ou le consulat pour savoir c'est quoi les règles, comment on célèbre un mariage, par exemple, à Punta Cana. Si, par exemple, j'ai un époux qui est domicilié au Québec, puis j'en ai un qui est domicilié ailleurs, donc on va regarder l'exemple de Punta Cana, là. À ce moment-là, celui qui demeure au Québec va devoir respecter les conditions de fond que je vous ai nommées pour le Québec, mais celui qui vient d'un pays étranger va devoir respecter ces conditions de fond qui sont là-bas. Parce que si jamais on ne respecte pas ça, le mariage, une fois que les époux sont de retour au Québec ou vont avoir leur premier domicile au Québec, dans mon deuxième exemple, mais le mariage ne serait pas valide. Donc, à ce moment-là, on va les traiter comme s'ils auraient été en union de fait. Okay. Donc, c'est important de bien respecter les règles. Mélissa, peut-être nous parler un peu plus, là, maintenant qu'on comprend les règles qui entourent la célébration, de c'est quoi vraiment là, les différences entre choisir l'union de fait ou choisir le mariage? Qu'est-ce que ça fait légalement si, mettons, il y a rupture ou il y a décès? Bien, en fait, en cas de rupture ou en cas de décès, les conjoints de fait, la grosse différence, c'est qu'ils ne seront pas protégés par les articles du Code civil du Québec qui sont applicables aux gens mariés uniquement. Je pense, entre autres, là, aux règles sur le patrimoine familial, les règles sur la résidence familiale, la pension alimentaire pour ex-époux. C'est sûr qu'il faut faire attention. La pension alimentaire pour enfants, c'est pas la même chose. Oui. Ça, les enfants seront toujours protégés, peu importe qu'on soit en union de fait là, ou marié. Mais c'est ça, en union de fait, on n'est pas protégé par ces règles-là. C'est important de le dire, là, comme tu disais, que pour les enfants, c'est pas nécessairement la même règle que pour les ex-époux, pour les pensions alimentaires. Tu parlais du patrimoine familial, c'est une notion qui peut paraître un peu obscure peut-être à nos auditeurs. Il y a une vidéo sur le site de Éducalois qui nous explique c'est quoi le patrimoine familial et comment on le sépare un peu aussi suite à une rupture. Donc, on va le regarder pour mettre la table ensemble. Après, je vais repasser la parole à Maître Cousineau en revenant pour qu'on en parle. Donc, on y va avec la vidéo et puis on vous revient tout de suite après. Pascal Tremblay, acceptez-vous de prendre Annick Gagné comme votre légitime épouse? Saviez-vous que le mariage crée automatiquement un patrimoine familial entre les époux? Le patrimoine familial, c'est un ensemble de biens spécifiques qui existent dès le mariage et qui sera traité d'une façon particulière en cas de divorce ou de décès de l'un des conjoints. Il comprend votre maison et les résidences secondaires utilisées par la famille, par exemple votre chalet à la campagne, vos objets qui les garnissent, comme le sofa, la télévision, les meubles de jardin, l'ordinateur et même le grille-pain. Vos automobiles, votre argent accumulé depuis votre mariage dans un régime de retraite, dont vos REER et vos fonds de pension. Peu importe qui de vous deux est propriétaire des biens, au moment du divorce ou du décès de l'un ou l'autre, il faudra partager moitié-moitié la valeur de ces biens accumulés pendant le mariage. Mais attendez, il y a des exceptions. Par exemple, les biens reçus d'un héritage ou d'une donation sont exclus du patrimoine familial.
Vous n'avez donc pas besoin de partager la valeur de la table de cuisine donnée par votre grand-mère ou votre héritage de 5 000 $ reçu de votre tante Huguette. Si vous n'avez jamais officialisé votre union, vous êtes conjoint de fait. Donc, même si ça fait 1 an, 16 ans ou 37 ans que vous vivez ensemble, vous n'avez pas de patrimoine familial. Le patrimoine familial existe seulement pour ceux qui sont mariés ou unis civilement. Oui, je le veux. Informez-vous des conséquences de votre union auprès d'un notaire ou d'un avocat. Voilà! Pour en savoir plus sur le patrimoine familial ou vos droits et vos obligations en général, visitez éducalois.qc.ca. Alors, on le voit vraiment avec cette vidéo-là, ça nous rappelle que quand on est conjoint de fait, les règles du patrimoine familial ne s'appliquent pas. Et on a vu là, rapidement dans la vidéo aussi comment on sépare le patrimoine familial suite à une rupture. Maître Cousineau, j'aimerais que vous nous en parliez plus. Il y a le patrimoine familial, mais il y a aussi les régimes matrimoniaux. Je pense que c'est un processus en 2 étapes. Et puis peut-être nous donner des exemples d'autres biens qui peuvent faire partie du patrimoine familial ou des biens principaux tout simplement là, pour les rappeler à notre souvenir. En fait, comme on les nommait, sans tous les nommer, on en parlait dans la vidéo, le sort réservé aux biens lorsqu'il y a rupture ou décès dépend de comment on va le qualifier. Est-ce que c'est un bien du patrimoine familial ou est-ce que c'est un bien qui fait partie du régime matrimonial? Les biens qui font partie du patrimoine familial, comme on les a énumérés, on pourrait parler de résidence principale, on pourrait parler de véhicules qui ont servi à la famille par rapport à un véhicule, une collection de véhicules. Oui. Collection de voitures, monsieur a une collection de voitures, ça fait partie du régime matrimonial et on va le diviser selon les règles du régime matrimonial ou le régime matrimonial que ce couple-là a adopté ou que la loi leur impose, ni plus ni moins. Donc, ça permet vraiment là, de voir qu'il y a plusieurs étapes à faire pour séparer là, le patrimoine familial, mais on ne va pas séparer la maison en 2 ou mettre la tronçonneuse dans les meubles. Comment ça fonctionne, le partage en lui-même? Bien que ça puisse être tentant dans certains cas, non, on ne met pas la scie dans la résidence familiale, c'est un partage de valeur. Okay. Alors, si la maison, et je prends l'exemple, la résidence familiale appartient à un des conjoints avant le mariage, il y a mariage et on cohabite et c'est vraiment la résidence familiale qui sert à la famille. S'il y a rupture, le conjoint qui n'est pas propriétaire sur les titres a une créance, il y a un droit de créance. C'est la moitié de la valeur. Et comme on le répète dans la vidéo, c'est la valeur. C'est la moitié de la valeur qu'on va partager. OK, donc on calcule combien ça vaut en argent, on sépare ça en 2. Et puis après, pour le régime matrimonial, par contre, je pense que c'est pas toujours 50-50. Il y a d'autres régimes matrimoniaux qui prévoient autre chose. En fait, oui, mais c'est la valeur nette. On s'entend, hein, maison moins hypothèque, valeur nette. Pour ce qui est des régimes matrimoniaux, il y a 3 régimes matrimoniaux ici au Québec. La première et la plus populaire, c'est la société d'acquet. La société d'acquet, c'est le régime matrimonial que les gens qui se marient sans en choisir un par contrat, c'est le régime matrimonial légal qu'on leur impose. On peut, par contre, bifurquer à la société d'acquet et se choisir le régime matrimonial de la séparation de biens. Séparation de biens, là, on a plus libre consentement à disposer de ces biens qui font partie du régime matrimonial comme on le veut. Okay. On peut prévoir d'avance. Le dernier régime qu'on voit très rarement, c'est le régime de la communauté des biens, séparation de communauté des biens, que les gens, ça s'applique aux gens qui sont mariés avant le 1er juillet 1967. Et donc, nos parents, c'était peut-être ça. Alors, effectivement, on le voit très peu aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est la société d'acquet et de plus en plus les gens, parce qu'il y a des deuxièmes mariages, parce que les gens se marient un peu plus âgés, avec un peu plus de biens, on va faire le contrat de séparation de biens. Maître White, c'est chez le notaire hein, qu'on fait ce choix-là. C'est par contrat notarié. On ne décide pas ça nous autres mêmes sur notre comptoir de cuisine. Non. On sait, ça va être ça. Là. Effectivement, le contrat de la séparation de biens se fait chez le notaire. Le contrat peut être fait avant ou après la célébration du mariage. Puis, on peut prévoir différentes clauses. Dans le contrat, on peut, par exemple, prévoir une clause testamentaire où les conjoints peuvent se léguer un à l'autre les biens après leur décès ou à leurs enfants uniquement. On peut également prévoir des donations entre vifs. C'est quoi ça? C'est entre vivants. Quand on est encore vivant, on peut faire des donations comme, par exemple, des biens meubles de la résidence. Comme, par exemple, un conjoint appartient à tous les meubles de la maison. Puis là, l'autre conjoint, bien là, ils se marient, ils habitent ensemble. Le conjoint à qui appartiennent les meubles va faire la donation de la moitié de la valeur des meubles à son conjoint. C'est possible de faire ça par contrat.
On peut prévoir, en cas de rupture, que les époux s'obligeraient à aller en médiation avant d'aller aux tribunaux. Puis également, on peut prévoir que dans 5 ans, 10 ans, quand bon nous semble, quand la situation juridique des époux vont changer, qu'on peut réviser le contrat de mariage. Mais vous parliez de donation, de testamental. On ne dit pas, ça ne remplace pas le testament, par exemple, le contrat de mariage. Il faut faire un autre document. Non, ça ne remplace pas le testament. C'est juste une possibilité. Par contre, quand on fait un testament par la suite, le testament, c'est un document à part où on prévoit beaucoup plus de choses. OK. Mais on peut prévoir ces parties-là dans le contrat de mariage. C'est possible de le faire avant et après le mariage, que vous disiez aussi? Oui, c'est possible de faire le contrat avant, puis ensuite on célèbre le mariage ou bien célébrer le mariage, puis ensuite décider qu'on veut changer de régime matrimonial puis aller vers la séparation de biens. C'est un petit peu plus compliqué de le faire après? Pas vraiment. Pas vraiment, OK. Pas vraiment, c'est un contrat. OK, fait qu'on peut toujours le changer comme on veut. Maître Cousineau, moi, une chose que je me demande, là, puis en fait, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup des gens, ils pensent que c'est peut-être possible par contrat de mariage de s'exclure du patrimoine familial. Hein? Les gens, souvent, ils se marient, puis là, ils disent on va aller chez le notaire, puis on va indiquer que, bon, si on sépare la maison, bien, c'est toi qui vas l'avoir parce que tu as mis plus de mise de fonds, ou la voiture, c'est moi qui la garde. On peut pas faire ça. Absolument pas. Puis merci de le préciser parce qu'on rencontre beaucoup de gens dans mon bureau qui ont la surprise d'apprendre que non, on ne peut pas s'exclure au patrimoine familial. C'est contre l'ordre public. Le patrimoine familial s'applique à tous. C'est comme un super régime matrimonial qui s'applique à tous les gens au Québec aujourd'hui, en fait. Alors non, on ne peut pas s'exclure. Et quand on apprend aujourd'hui, comme j'ai dit, les gens qui se marient un peu plus âgés, avec un peu plus d'actifs, apprennent que le 100 000 $ que monsieur aurait pris pour acheter le chalet, ça ne lui revient pas, même si ce 100 000 $-là, il l'avait au début du mariage, avant le mariage. Ça ne lui reviendra pas. Un chalet, c'est une résidence secondaire, ça fait partie du patrimoine familial. Et s'il a décidé d'acheter un chalet avec son 100 000, s'il y a rupture, il doit diviser. OK. Donc, c'est vraiment important de le savoir, comme vous dites. Là, on espère que nos auditeurs l'ont pris en note. Moi, j'aurais une autre question peut-être pour Maître Medeiros. Là. On parle des conjoints de fait. On dit qu'ils sont moins protégés que les conjoints mariés. Je sais que c'est différent dans les autres provinces canadiennes où les conjoints de fait peuvent avoir droit à une pension alimentaire après un certain temps. Pourquoi au Québec, on a fait ce choix-là de ne pas protéger les conjoints de fait? Parce que littéralement, le législateur ne l'a pas fait. Hein, c'est pas dans le code. Puis on en a beaucoup parlé dans l'arrêt Lola. Ça avait fait tout un débat de société. J'aimerais ça vous entendre un peu là-dessus. Oui, bien en fait, vous l'avez bien dit, là, la saga Lola, il y a quelques années, donc parce qu'on disait que c'était discriminatoire pour les conjoints de fait ici de ne pas être mieux protégés, là. Mais bon, le législateur québécois a décidé de respecter la volonté des conjoints de fait là, de s'exclure des règles qui régissent le mariage. Et dans Lola contre Éric, c'est ça, on avait dit oui, c'est discriminatoire que dans le Code civil du Québec, on ne reconnaît pas les mêmes droits aux gens en union de fait, mais il faut respecter cette liberté de choix-là. Puis je rajouterais aussi, parce que ça, c'est un mythe qu'on entend souvent, c'est une fausse croyance de croire là, qu'après un certain nombre d'années, donc 30 ans qu'on vit ensemble, où il y en a qui disent « ben moi, j'ai 5 enfants, ça fait 25 ans qu'on est ensemble ». C'est complètement faux, vous n'aurez pas plus de droits. C'est ce qu'il disait dans la vidéo tout à l'heure des à la fin, c'est vrai que c'est un mythe qu'on entend souvent, surtout parce que les gens ils vont dire, ben là, je fais mes impôts avec mon conjoint, on a eu un accident avec une automobile, puis on a été indemnisés comme des conjoints, parce que ça fait longtemps qu'on habite ensemble, donc il y a un peu ces lois-là qui viennent entretenir le mythe. Là. Exact, c'est ça, il y a des lois à caractère social et fiscal qui existent, puis c'est ce qui mêle les gens, puis qui peuvent peut-être faire des fausses croyances, un faux sentiment de sécurité, parce qu'on pense à la loi de l'impôt. Justement, on fait nos impôts ensemble, comme des gens mariés, donc on devrait avoir les mêmes protections, mais c'est uniquement dans ces lois-là qu'on est considéré là, au même titre que les gens mariés. On pourrait penser aussi à la loi là, sur la régie des rentes ou encore la loi sur l'aide juridique. Là. C'est des exemples. Ah oui, même sur l'aide juridique aussi, ça s'applique. Bon. Donc, il faut vraiment faire attention puis bien s'informer quand on fait ce choix-là. Il y a des manières, par contre, de se protéger quand on est conjoint de fait. On pense notamment au fameux contrat de vie commune. La Chambre des notaires a préparé une vidéo qui nous parle du contrat de vie commune. On va la regarder ensemble et en revenant, on va passer la parole à Maître White pour nous en parler un peu plus. Donc, on y va avec la vidéo. On vous revient tout de suite après.
Le mariage, ma blonde et moi, on n'était pas intéressés. Mais on a tout de même construit sur du solide. C'est pas comme mon ami Rémi, qui s'imaginait pas laisser sa blonde. Mais c'est elle, finalement, qui l'a laissé. Qu'est-ce qui lui est resté après leur séparation? Des clous. Après 8 ans de vie commune, il pensait qu'il avait le droit à la moitié des biens. Ben non, il n'était pas marié. Puis il n'y avait pas de contrat de vie commune non plus pour prévoir ce qui arriverait en cas de séparation. Dans un contrat de vie commune, qui peut d'ailleurs être fait devant notaire, on peut s'entendre d'avance sur ce qui arrive si on se laisse. Prévoir le partage de la valeur de la maison, de l'auto, des meubles. On peut même prévoir une pension alimentaire. Quand t'es conjoint de fait, t'as aucune obligation de partager ce qui t'appartient avec ton ex. Puis quand tu te sépares, c'est plus le temps de s'ostiner sur qui a payé le lave-vaisselle. Pour Rémi, ça aurait quand même pu être pire. Son ex a eu un accident, puis pendant un bout, on savait pas si elle allait s'en tirer. Puis comme il n'y avait pas de testament ni un ni l'autre, puis qu'il n'y avait pas d'enfant non plus, Rémi aurait pu se retrouver copropriétaire de la maison avec les beaux-parents. S'il avait su, je suis sûr qu'il aurait pris le temps de faire les papiers nécessaires. Dans le fond, la vie à deux, c'est comme des rénovations. Tu sais quand ça commence, mais tu sais pas quand ça finit. Nous, on touche du bois, mais on a quand même un contrat notarié de vie commune et chacun un testament. Faites donc comme nous, au lieu de vous dire plus tard si j'avais su. Je la trouve très bonne, la blague. On ne sait jamais quand est-ce que ça va terminer, la vie de couple. C'est un peu triste à dire. Maître White, on va parler avec vous du contrat de vie commune. C'est vraiment un outil qui est important pour les conjoints de fait. On ne pense pas souvent à le faire. Moi, je connais aucun de mes amis qui sont conjoints de fait, qui ont un contrat de vie commune. Moi non plus. Mais c'est bien important de le faire. Donc, qu'est-ce qu'il peut contenir, ce fameux contrat de vie commune? Oui, la vidéo est très bien faite. La vidéo dit que ça peut être fait devant notaire. Que le contrat de vie commune, en fait, là, c'est comme un contrat de mariage sans devoir se marier. Puis, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Les conjoints peuvent choisir entre eux leurs devoirs, leurs obligations, un envers l'autre. On peut choisir comment on va faire avec les dettes de chacun, comment on va les rembourser. On peut prévoir qu'est-ce qu'on va faire avec les gains de certains régimes gouvernementaux, comme la Régie des rentes. Il y a une pension du gouvernement, là, on pourrait prévoir ça. On pourrait prévoir ça. On pourrait aussi prévoir, pas juste pendant la vie commune, mais à la séparation. On peut prévoir qu'est-ce qu'on va faire en cas de rupture, qu'est-ce qui va se passer, comment on va séparer les biens, qu'est-ce qu'on va faire avec la garde des enfants. Bien sûr, ça, c'est juste une forte suggestion. Oui, hein? Le tribunal pourrait décider que ça va être autre chose à la fin. Oui, il faut toujours que ce soit dans le meilleur intérêt de l'enfant. Oui. Par contre, c'est sûr que si les deux parents, là, ils le mettent dans le contrat, ils font juste valoir que c'est ça qu'ils voulaient quand ils ont fait le contrat. Comme le contrat de mariage, le contrat de vie commune peut être révisable à chaque X années quand on décide pour pouvoir, encore une fois, refléter la situation des conjoints. Parce que ça évolue, hein? Quand les enfants grandissent, quand on achète une nouvelle maison. On a un nouvel emploi, n'importe quoi. Une chose qu'il disait dans la vidéo là, qui est intéressante, c'est concernant le testament. Il ne faut pas oublier que les conjoints de fait ne sont pas considérés comme les héritiers légaux. Donc, c'est important pour des conjoints de fait de faire un testament notarié là, pour prévoir qu'ils vont se léguer les biens les uns aux autres. Oui, c'est super important pour les conjoints de fait de faire un testament parce qu'on ne peut pas prévoir dans le contrat de vie commune des donations à cause de mort. OK. Donc, le testament est un outil pour les conjoints de fait parce que, selon la loi, les conjoints de fait ne sont pas des héritiers légaux l'un de l'autre. Donc, c'est pas automatique que parce qu'on reste avec quelqu'un depuis 10 ans qu'on va être son héritier. Il n'y a rien d'automatique. Non, c'est ce qu'il disait dans la vidéo. Là, on peut se retrouver copropriétaire avec les beaux-parents. Je pense que c'est une situation que personne voudrait vivre. Ou ça peut arriver même, je pense que les enfants deviennent héritiers. Puis là, il faut faire une tutelle s'il y a beaucoup de biens. Donc, ça peut devenir très, très complexe. Il nous reste un petit peu de temps. Là. Il y a une autre question tout à l'heure qu'on n'a pas abordée, peut-être qui pourrait être intéressante là, avec vous, Maître Cousineau. On parlait du régime du patrimoine familial qu'on peut
veut pas s'exclure. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui viennent d'un autre pays? Est-ce qu'ils doivent respecter les règles du patrimoine familial québécois? Hein? Le patrimoine familial s'applique à tous les conjoints mariés unicivilement qui ont domicile au Québec. OK. Au moment de leur séparation, au moment de la rupture, au moment du décès, s'ils sont domiciliés au Québec, le patrimoine familial va s'appliquer à eux. Alors, je prends l'exemple d'un couple français qui se marie en France et après quelques années décide de venir au Québec pour X, Y, Z raison. Et quelques années plus tard, il y a rupture. S'ils sont tous deux encore domiciliés au Québec, la loi sur le patrimoine familial va s'appliquer. Okay. Mais le régime matrimonial, c'est décidé au moment de l'union ou si on n'a pas adopté par contrat, le régime légal. Alors, dans ce cas ici, de mon exemple, le cas serait le régime matrimonial en vigueur en France au moment de leur mariage. Donc, on voit encore une fois la séparation entre le patrimoine puis le régime familial. Donc, il faut vraiment faire ça en 2 étapes. Puis quand on vient de l'étranger, ça peut jouer, ça peut changer un peu les règles du jeu, mais pas pour le patrimoine familial. C'est bien important de Pratico-pratique, les gens viennent nous rencontrer et on dresse un portrait du patrimoine familial. Quels sont les biens, les valeurs, la valeur au moment de la séparation, au moment de la rupture, l'hypothèque et la valeur nette. Okay. Une fois qu'on a un portrait, là, on procède au régime matrimonial. Les biens qui sont dans le régime matrimonial avec toutes les exclusions possibles et imaginables. Okay. Ben, c'est super intéressant. Je vous remercie beaucoup, Maître Cousineau. C'est malheureusement tout pour aujourd'hui. Encore une fois, on a tellement de sujets à couvrir. Je vous remercie beaucoup. Donc, nos invités, Maître Mélissa Médérose, notaire de formation, qui est juriste au Centre de justice de proximité de l'Outaouais, Maître Vicky White, qui est notaire, représentant de la clinique juridique, la clinique notariale de l'Outaouais, voilà. Et encore une fois, Maître Cousineau, merci. Vous êtes bâtonnière du barreau de l'Outaouais. Donc, pour nos auditeurs, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez revoir les ressources qu'on a présentées durant l'émission. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez consulter, votre centre de justice de proximité de l'Outaouais pour toutes vos questions en matière juridique. Ils vont vous informer avec grand plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. On se revoit la prochaine fois. Merci.